Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, je suis rejoint par Thomas Routier. Thomas Routier, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu sur le podcast fin 2017 dans un épisode qui s'appelait « Les 90 premiers jours de votre business ». Comme son nom l'indique, c'était un épisode qui parlait du démarrage de votre business. Thomas, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans un des dîners que j'organisais à l'époque à Paris. Il démarrait tout juste sa chaîne YouTube quand je l'ai rencontré. Je lui avais donné quelques conseils et, chose rarissime, 90 jours plus tard, il était passé à l'action. Il avait vraiment implémenté les conseils que je lui avais donnés et donc il commençait à gagner de l'argent. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion parfaite de montrer vraiment ce que ça donne dans les tranchées, de passer rapidement à l'action et d'avoir ses premiers résultats. 2 ans plus tard, Thomas a un business qui est bien établi. Il a plus de 1000 clients, il a 85 000 abonnés sur YouTube, il a des gens qui travaillent pour lui à plein temps. Et bien sûr, sa chaîne, Mon Coach de Natation, parle de natation et aide ses clients dans l'apprentissage de la nage et puis la préparation au triathlon notamment. Il a une page Facebook, il a un groupe avec plus de 6000 personnes, etc. Le sujet du jour, c'est de comprendre comment est-ce que ce business embryonnaire dont on avait parlé il y a 2 ans a évolué. Comment est-ce que vous passez de quelque chose qui commence à fonctionner, qui commence à générer des revenus, à quelque chose qui est stable et qui fait vivre plusieurs personnes. On va voir ça dans l'épisode. On verra aussi comment lui voit son futur et l'évolution à partir de là. Sans plus de transition, je vais laisser écouter ma conversation avec Thomas Routier. Thomas, la première fois que tu es venu sur ce podcast, c'était un épisode qui s'appelait « Les 90 premiers jours de votre business ». Et j'ai regardé la date tout à l'heure. Le jour où on s'est parlé, c'était le 27 octobre 2017. Donc, ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant. Yes. Ça va être une question vachement large, mais est-ce que tu te souviens où est-ce que tu en étais il y a 1 an et demi et comment est-ce que les choses ont changé depuis ? À la louche, on rentrera dans les détails ensuite. Géographiquement, les choses, elles ont beaucoup bougé. De mon côté, je crois que le 27 octobre, on était à Courbevoie encore, donc on était en région parisienne. Je venais de lancer avec Camille le projet depuis 3 mois, quoi. Et on était au tout début, quoi, aux prémices. On avait fait quelques vidéos sur YouTube. On avait le début d'une communauté qui se construisait. Et à l'époque, on venait de vendre notre tout premier programme de natation en ligne. Et c'était voilà, l'ouverture vers une nouvelle façon de vivre finalement, puisque voilà, on pouvait enfin travailler en ligne. Et nous, à ce moment-là, notre rêve, c'était vraiment de pouvoir voyager, de se déplacer, donc le nomade digitalisme. Et voilà, ça s'était bien lancé et on était vraiment aux prémices du truc, quoi. Maintenant, tu as 89 000 abonnés sur YouTube. C'est Donc, ça. tu as le business qui tourne derrière. Tu as eu l'occasion de voyager. On s'est vu au Vietnam et ensuite, on s'est revu à Bangkok. C'était quoi le premier pays que tu avais fait quand tu as quitté la France ? Ho Chi Minh, évidemment, c'était le Ah ouais, Vietnam. directement. Ouais. On s'était vu au mois de juin 2017. On avait fait un dîner que tu avais organisé. Et ben en partant du dîner, on s'était dit, voilà, rendez-vous du coup en mars 2018 pour Ho Chi Minh. Et on était parti là-dessus. Et après, on avait échangé ensemble sur le podcast. Donc, l'idée, c'était ça. Et mi-mars, on avait décollé pour Ho Chi Minh. Le choc culturel a été intense, Ouais. mais on était content. Les premiers jours, on n'était pas content. On était un peu apeurés, mais après, ça s'est bien passé, quoi. Heureusement que nous a montré les coins un peu sympas à faire, parce que pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez jamais été à Ho Chi Minh, c'est assez différent de la France, c'est assez différent de l'Europe en général. C'est-à-dire que le premier jour où tu arrives là-bas, tu essaies de traverser la route et tu sais, OK, il est où le passage piéton, quoi. Pourquoi les gens ils passent pas. autour de moi et ils ne laissent pas passer? Et pourquoi ils traversent tous à la file indienne en 2 profils les uns derrière les autres? Donc, t'as débarqué où quand tu as débarqué au Vietnam ? C'était quoi le quartier ? Tu étais dans un Airbnb ? Et ouais, on était dans le District 1 sur les conseils de Enzo Honoré qui nous a dit j'ai un super Airbnb dans ce coin-là. Et bon, je pense que tous les districts se valent, hein, c'est pareil, c'est la vieille ville et c'était genre la jungle urbaine, quoi. La vraie jungle urbaine. Paris, c'est tranquille à côté. Ouais. Et du coup, tu as voyagé pendant combien de temps en faisant les différents pays avant de te poser ? On a fait 9 mois en Asie, où tous les mois, globalement, on changeait de ville ou de pays. On est passé un peu par tous les trucs, Ho Chi Minh, Bangkok, Chiang Mai, Bali, on a été un peu partout. Et puis on est revenu en France après 9 mois, et là, on a cherché un coin pour se poser en Europe, parce qu'en Asie, avec le décalage horaire, pour nous, c'était un peu galère, dans le sens où on voulait un peu plus de proximité avec notre communauté.
Et du coup, on a testé l'Estonie, on a testé Malte, et puis finalement, on s'est posé à Tallinn en février. Donc, il y a quelques mois là. Vous arrivez à être productif quand vous voyagez autant que ça? Écoute, c'était pas évident dans un premier temps, mais avec Camille, on s'y est vite fait en fait. On s'est vraiment essayé de se structurer dans le sens où quand on arrivait dans une nouvelle ville, on passait quand même une majorité du temps à travailler. Par contre, voilà, on s'accordait toujours quelques jours de visite dans la semaine, 1 ou 2 jours en fin de semaine, tu vois, on avait nos week-ends en fait. Donc après, on en profitait un peu, mais sur la productivité, ouais, c'était assez cadré. Le plus difficile quand tu changes de ville, c'est de trouver un bon repère pour bosser. Une fois que tu as trouvé un coin pour bosser, pour manger, où la bouffe est bonne, le reste tout va bien, quoi. Mais en plus, pour toi, il y a le problématique des piscines. Tu en avais parlé dans le premier épisode, le fait qu'au départ, c'était pas si facile que ça de trouver des piscines où tu pouvais tourner. Comment est-ce que tu gères ça quand tu es en voyage? Bah, justement, le truc d'être parti en Asie, c'est qu'en France, c'était compliqué de tourner parce que droit à l'image, parce que droit enfin, à la nudité, etc. Donc, quand tu veux filmer en piscine en France, voilà, t'as tout le barda administratif et étatique qu'il faut remuer et ça remue très difficilement, quoi. C'est bien ancré, c'est très rigide. Donc, en Asie, le truc, c'est que il y a des piscines partout, en fait. Dans chaque condo, t'as un bassin. Donc, nous, quand on était avec un appartement, il y avait la piscine qui était inclus. Donc, il suffisait de descendre, de prendre l'ascenseur et de pouvoir les filmer. Donc, pour nous, c'était vraiment aussi une des raisons majeures pour laquelle on avait choisi de partir. Et puis, les conditions pour filmer, il fait beau, piscine découverte, on est au top, quoi. Donc, on a les moyens de se faire de belles images, quoi. Et à la limite, dans ton condo, tu débarques à la piscine à 14-15 heures et tu la portes tout seul, quoi. T'es tout seul. C'est ça. C'est ça. En plein après-midi, souvent, en plus, si le soleil tape, les Asiatiques ont bien compris qu'il fallait pas rester au soleil parce que ça brûle vite. On avait pris un coup de soleil d'anthologie à Ho Chi Minh le 1er juin. On a fait attention après ça. Et on comprenait pas pourquoi tout le monde se baignait en t-shirt avec un chapeau, mais on a vite compris, quoi. Et du coup, ouais, t'es tout seul. On a même, je crois qu'à Ho Chi Minh, en septembre, on avait même ramené une équipe de tournage sur le bassin de l'hôtel, quoi. Donc il y avait 2 personnes qui étaient avec nous et on avait des conditions mais idéales et puis c'était chez nous, quoi. Donc c'était au top, quoi. Et donc, tu as choisi l'Estonie. C'était quoi les paramètres de ton choix? Tu as parlé à l'instant de la proximité avec la communauté en termes de décalage horaire. À quel moment dans ton business est-ce que ça se pose la question du décalage horaire? Tu fais des webinaires? Ouais, les webinaires, les lives aussi. Là, aujourd'hui, on est passé à un live hebdomadaire avec les membres de la communauté, tu vois, ceux qui font partie du club 2.0. Et du coup, voilà, les lives ici à Tallinn, on a plus 1 heure, mais voilà, pour nous, ça fait 21h30, 21h45. En Asie, ça aurait fait 4 heures du matin. Et c'était un peu plus délicat de pouvoir suivre comme ça. Donc, voilà, on a dû faire des choix quand on a été en Asie, pas de webinaire, pas de live du coup. On échangeait de manière plus décalée, quoi. Donc par email, par écrit, ce qui fonctionnait bien aussi, mais on voulait apporter plus et ça a été vraiment un choix presque, voilà, presque indispensable de revenir ici. Et là, du coup, tu parles des gens qui sont dans la communauté de la formation payante. C'est ça, exactement. Les membres du club des nageurs 2.0, donc tous ceux qui font partie des programmes payants, et on fait un suivi chaque semaine avec des analyses vidéo, des choses, des FAQ, et voilà, on est en live et on prend le temps d'échanger avec eux. Donc ça, c'est un truc important. On va repartir en Asie dans quelques mois, donc on va décaler ce live peut-être plus tôt dans la journée, peut-être le week-end. On va trouver maintenant que la routine est ancrée et que les nageurs apprécient en fait ce format-là, on va le conserver, on va juste le mettre à un autre moment dans la semaine. Moi, j'en ai fait des webinaires à 4 heures du mat. Et en plus, quand tu fais un webinaire, c'est pas genre tu termines ton webinaire et tu vas te coucher, tu vois. C'est Voilà. genre, tu as des questions-réponses et tout. Et après le webinaire, tu es complètement démonté à l'adrénaline et il te faut encore 1 heure et demie avant de te coucher. Ah ouais, ah ouais, C'est compliqué, hein. c'est clairement pas Ouais, possible. Tu vis la nuit, quoi. ouais, Donc, ouais, tu peux pas. puis si tu dois le répéter Euh, régulièrement. Ouais, moi je les faisais pas très souvent, mais quand je les faisais, c'était intense, quoi. Et en plus, c'était à l'époque de Séduction Academy, donc tu vois, je sais pas si un webinaire de séduction à 11h du mat, ça fait trop, tu vois. Je sais pas, c'est une ambiance différente. Alors que là, sur Marketing Mania, je les ferais sans trop de problèmes. Enfin, pendant longtemps, je faisais des lives sur Insiders qu'on faisait, du coup, je pense à midi, Mm. un jour de semaine. Et les gens, ça leur plaisait bien, mais tu vois, peut-être que tu vas plus facilement regarder Marketing Mania au bureau que même, tu vois, la natation,
c'est un truc qui est... c'est logique de le faire aussi sur ton temps libre, j'imagine. Ouais, bien sûr. Puis même la natation, tu peux le mettre le dimanche matin à la place de téléfoot ou Ouais. d'automoto, il n'y a pas de souci, tu vois. La séduction le dimanche matin en famille, je sais pas trop. Ouais. T'es le mec qui se réveille de soirée et tout. C'est ah tiens. Génial. Euh, Remarque, la douleur peut être sympa, hein, s'il est Ouais, rentré c'est ça. bredouille le samedi soir. Tu sais que Comment s'est passée votre nuit? à tester. Donc, tu dis les membres de la communauté, comment ça fonctionne l'appartenance à ce club-là? C'est payant, c'est un abonnement, ils achètent la formation une fois, ils sont dans le groupe. Voilà, nous, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on savait pas trop, donc on était parti sur 1 an d'accès, tu vois. Un peu comme ce que tu avais fait avec les insiders. Et puis finalement, on se rend compte que mettre en place un abonnement là-dessus, moi, ça m'intéresse pas trop, tu vois. J'ai pas envie d'avoir ce sentiment d'obligation par rapport à ça. Je préfère le faire de façon à ce que chacun qui rejoint le programme, bah, nous, on se charge de l'aspect motivationnel et donc d'organiser les lives hebdomadaires. Et puis de toute façon, qu'il y ait 20 personnes ou qu'il y ait 200 personnes, au final, nous, ça reste toujours bah, de faire un live par semaine. Donc, ça me va très bien comme ça, en fait, de le rester, voilà, l'accès à vie, ça permet de construire la communauté, ça permet à chacun aussi de s'y retrouver, puisque bah, si tu es blessé, tu vois, moi je pars toujours de ce principe-là, mais c'est que bah, j'ai eu des abonnements à la salle de sport, par exemple, quand tu es blessé, tu peux pas aller t'entraîner, mais tu es quand même obligé de payer ton abonnement, tu vois. Donc c'est un truc que je trouve frustrant et qui fait chier, donc j'ai pas envie de l'imposer aux autres. Donc voilà. Ils ont l'accès à vie, s'ils sont blessés, ils font une pause, s'ils peuvent pas s'entraîner, ils font une pause et puis ils reviennent quand ça va mieux. Et ils ont un forum, ils ont un groupe Facebook. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux en dehors des lives? Nous aujourd'hui on a un espace membre dans lequel les gens peuvent interagir avec une rubrique commentaires et une section sur laquelle les gens peuvent échanger. Et puis on a un groupe Facebook parce que bah, Facebook, quasiment tout le monde est dessus et ça reste quand même très pratique dans le sens où voilà, tu t'y connectes la journée, tu peux poser tes questions, tu peux échanger facilement, quoi. C'est qui le client moyen chez toi? C'est un débutant? C'est quelqu'un qui a déjà expérimenté? Finalement, et je sais que on a une certaine chance par rapport à ça, dans le sens où au départ, quand on s'est lancé, on n'a pas eu un positionnement ultra clair, ultra défini, et normalement, n'importe qui se lance et qui n'a pas un positionnement ultra clair et ultra défini, bah, il va ramer pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à ce qu'il prenne enfin conscience qu'il faut réduire la voile et qu'il faut vraiment fixer un avatar beaucoup plus précis. Le fait est que nous, quand on s'est lancé sur la natation, bah, ça n'existait pas, quoi. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça et, euh, et que bah, le fait que nous, on ait simplement proposé du contenu de qualité et que ça a tout de suite pris, même si c'était sur un avatar relativement large, ça nous a permis d'avoir un panel finalement de personnes qui nous suivent qui est assez diversifié. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, bah, ça va du tout à fait débutant qui a appris à nager un tout petit peu plus jeune, mais qui veut voilà, s'y mettre réellement, tu vois, un peu comme tu pourrais te mettre à la course à pied, sauf que bah, à la course à pied, il suffit de mettre des baskets. En natation, c'est un peu délicat, la barrière à l'entrée est un peu plus complexe et il y a pas mal de choses à mettre en place avant de pouvoir vraiment en profiter. Et puis, bah, ça va jusqu'à des gens. Bah, là, récemment, on a eu un de nos nageurs qui s'est qualifié au championnat du monde d'Ironman à Nice. On a des nageurs beaucoup plus avancés et expérimentés. Même si c'est le championnat du monde amateur, hein, c'est pas pro. Mais voilà, c'est des gens qui sont un peu plus confirmés déjà. Et donc, dans ce cas-là, tu as une gamme de formation avec. Tu as combien d'offres en tout? Aujourd'hui, on en aurait 2, 4, 5, 6 offres. Ouais. On a 6 produits différents, majoritairement axés sur la nage, et on a juste un produit qui est un peu plus axé sur le fait d'avoir une activité physique qui te permette de te dépenser, de faire ce qu'on appelle brûler du gras, tu vois, genre vraiment une activité intense pour ceux qui sont pas dans l'objectif de pratiquer la natation, mais vraiment dans un objectif santé et perte de poids. Mais sinon, voilà, les 5 autres programmes, c'est axé sur la natation plus particulièrement. Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir autant de programmes? Est-ce qu'il y en avait plus que tu avais avant, que tu as retiré? Est-ce que tout ce que tu as fait, ça a fonctionné? Non, clairement, tout ce qu'on a fait n'a pas fonctionné. Et donc, ceux qui fonctionnent pas, tu les coupes, t'en fais quoi? Ouais, au départ, on en avait parlé dans le premier podcast, on avait lancé un truc pour les parents, parce qu'à la base, l'idée de départ, c'était d'aider les parents à apprendre à nager à leurs enfants.
on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on avait vraiment envie de faire et que c'était finalement assez délicat à mettre en place et que du coup ça on l'a simplement coupé. Euh, on a eu d'autres programmes qu'on a lancés aussi l'année dernière, on en a fait pas mal. On s'est rendu compte que l'impact sur les clients était intéressant sur nos nageurs, tu vois, ils ont progressé, mais on voulait faire mieux et donc on a travaillé pour avoir une approche un peu différente. Donc au départ, on était vraiment sur répondre à des petites problématiques. Il y a certains programmes qu'on a gardés parce que c'est des francs succès et que ça permettait vraiment aux gens de répondre à une petite problématique qui leur apportait un déclic important. Et puis il y en a d'autres qu'on avait voulu faire un peu plus complet, mais finalement qui n'étaient pas assez à notre goût. Et donc on a créé un peu notre système, si tu veux, dans le sens où on a essayé d'avoir une approche beaucoup plus systémique sur les différents paramètres qui peuvent les aider. Et en ayant attaqué tous les angles possibles pour résoudre un problème, ça permet à chacun de trouver vraiment ce dont il a besoin. Parce que parfois, il suffit pas d'un truc, il va suffire d'un assemblage d'éléments qui va leur permettre d'évoluer, que ce soit plusieurs éléments techniques, des éléments sur aussi le mental, parce que euh, apprendre à nager, c'est pas juste un problème de technique, c'est aussi un problème de confiance, un problème euh, de crispation, et tout ça, c'est des éléments qui jouent les uns sur les autres. Donc, c'était important pour nous d'avoir une approche un peu plus systémique sur ça. Et donc, simplement, voilà, on a coupé certains programmes qui nous convenaient pas, et on a essayé de réduire en fait au maximum. Aujourd'hui, 6 programmes. On va peut-être en lancer d'autres sur des petits éléments, mais on va pas lancer de gros programmes majeurs à l'avenir. Comment est-ce que tu gères le fait d'avoir 6 programmes? Comment est-ce que tu fais pour que la bonne personne trouve la bonne chose? Tu as un système de segmentation quelque part? Euh, ouais, on a d'abord un groupe Facebook en fait public sur lequel on a Blandine, une de nos collaboratrices avec qui on travaille et qui va beaucoup orienter les gens, plus nos nageurs qui sont déjà membres des programmes qui vont aussi orienter les gens. Donc finalement c'est pas un système automatique, c'est vraiment basé sur l'humain. Mais nous c'est ce qui compte le plus, hein, avant tout c'est du coaching finalement. Donc ça permet d'aiguiller chacun en fonction des problèmes. Nous, par email aussi, on va les aiguiller. Et après, sur les plus petits programmes, on a des promesses très claires. Et finalement, les gens qui ont un problème très précis vont assez rapidement savoir. Donc, nous, on va balayer un peu tout le spectre des programmes en leur proposant les différents programmes qui peuvent les intéresser. Et quand ils vont avoir trouvé quelque chose, chaussure à leurs pieds, ils vont se pencher dessus. Mais Donc, effectivement, tu les envoies sur une page produit qui liste tout et les gens peuvent directement, eux, voir ce qui va correspondre à leurs besoins. Ou alors, ils posent la question et tu les aiguilles. pour les curieux, il y a une page produit sur lesquelles ils peuvent aller voir, tu vois. Pour les autres, souvent, voilà, ils vont arriver, ils vont avoir leurs problèmes, ils vont poser des questions. Et puis on a pas mal d'opt-in finalement différents, donc de ports d'entrée sur les différents programmes. Et on va essayer de segmenter déjà en amont une première fois, présenter un peu les programmes qui sont susceptibles de leur correspondre. Et puis si ça correspond pas, on va leur proposer d'autres programmes derrière. Donc, on va, euh, on va segmenter en amont, et puis dans un deuxième temps, on va représenter l'ensemble du panel de programmes au fur et à mesure des semaines. OK. Comment est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à l'importance de créer plus de programmes versus à continuer à alimenter ta chaîne, créer tes vidéos? Notamment, je te pose ça dans le contexte où j'ai vu que récemment, vous aviez fait une longue pause sur la chaîne, vous n'avez pas publié de vidéos pendant plusieurs mois. Je serais curieux de savoir pourquoi est-ce que c'est ça, parce que moi, ça m'arrive souvent de faire ce genre de pause. Et quasiment tout le temps, c'est parce que je suis en train de créer une formation. Ouais. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'était et comment est-ce que tu réfléchis à cet équilibre-là? Euh, Jusqu'ici, quand on était en Asie, c'était assez facile, c'est-à-dire que la priorité, ça avait toujours été faire des vidéos YouTube, faire des vidéos YouTube. Et depuis qu'on s'était lancé en juillet, je pense qu'on avait manqué une semaine. Donc pendant 1 an et demi, on avait fait une vidéo par semaine. Ça avait déjà fait un bon paquet de vidéos. Et puis c'est vrai qu'à partir de janvier, le fait qu'on soit retourné en Europe déjà, ça a rendu le tournage de vidéos un peu moins aisé. Et puis en plus de ça, c'est vrai qu'on a développé des programmes, et le fait d'être focus sur le programme, sur l'expérience utilisateur, sur les résultats de nos nageurs aussi, de les accompagner, d'étayer, de développer le programme, de faciliter l'apprentissage pour chacun, de rendre ne serait-ce que rendre l'expérience plus fluide et plus facile d'accès. Ça nous a pris du temps.
et j'ai préféré vraiment prioriser cet aspect-là finalement, nos déjà clients et puis nos nouveaux clients, de prendre le temps de les accompagner au mieux, plutôt que de créer des vidéos YouTube parce que enfin, la priorité pour moi était assez évidente dans le sens où ils nous ont fait confiance et on leur devait de donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à ça. Donc c'est vrai que ça a été un peu délicat parce que forcément la croissance elle s'en ressent. Même si YouTube c'est une belle machine où ils facilitent la recommandation et que les vidéos restent à vie, donc le moteur de recherche fait aussi son travail. Tu publies pas pendant 6 mois, ça se maintient et puis à la fin ça commence déjà à s'essouffler un petit peu. Donc YouTube aime quand même qu'une chaîne soit active et fasse du contenu. Je sais pas si tu as remarqué ça de ton côté. Ouais, moi j'ai une bonne baseline, même sans faire de vidéo, qui reste assez solide. Après, c'est clair que le truc n'avance que quand il y a des nouvelles vidéos et qu'il n'y a qu'une nouvelle vidéo qui peut vraiment faire exploser le truc. En faisant une vidéo qui est un peu virale, qui va aller chercher de nouvelles personnes, ça va alimenter toute la chaîne, y compris les anciennes vidéos. Euh, Après, moi, une des raisons pour laquelle aussi je peux me permettre de ne pas faire de vidéos pendant un moment, c'est qu'au final, mes vidéos, elles sont là pour générer des prospects, mais je vends surtout sur ma liste email. Ce qui veut dire que tant que la liste email est active et qu'on continue à faire des lancements, etc., même si je ne suis pas actif en front-end sur la chaîne, euh, ça n'a pas un impact direct. Je pense que c'est un impact de long terme sur le business, on n'a pas fait rentrer autant de monde sur cette période, mais sur le court terme, je ne le ressens pas forcément de manière aussi aiguë sur mon chiffre d'affaires. Pour toi, c'était comment cette expérience? Est-ce que tu as senti que, pour le coup, moi, ce que je sens, c'est vraiment, je me dis, encore un mois où j'ai pas vraiment avancé ma chaîne, où j'ai gagné que 4000 abonnés, alors que si j'avais fait des vidéos, j'en aurais gagné 15-20. Comment est-ce que tu ressens ça? Non, ce truc des metrics et des abonnés, je l'ai un petit peu aussi, tu vois, dans le sens où c'était prévu que pour nous, d'ici à septembre 2019, on devait atteindre les 100 000 abonnés, tu vois. Le fait qu'on n'ait pas fait de vidéo, forcément, ça a impacté le truc. Cet été, on a une belle croissance parce qu'on a relancé les vidéos, mais probablement qu'on les atteindra pas non plus. Tu vois, il nous manque encore 10 000 abonnés et à moins de sortir quelque chose de vraiment viral, ça devrait pas être atteint. Mais c'est ok parce que voilà, je suis un peu dans la même situation que toi. Nous, c'est pareil, les ventes, on les fait via email, on les fait pas sur des vidéos. Donc euh, après, nous, notre business, si tu veux, continue d'évoluer, d'avancer, donc c'est pas vraiment un problème. Mais et le truc des métriques, je reste quand même relativement détaché par rapport à ça, dans le sens où ça m'importe peu. Les vraies métriques qui comptent, c'est les KPI sur lesquels je vais vraiment prendre de l'importance. Ça va être la satisfaction des clients, ça va être les retours que je vais avoir au quotidien, et ça va être les ventes au final qu'on va pouvoir générer avec les produits. Un truc qui est particulier dans la manière dont tu bosses, c'est que tu as mentionné plusieurs fois que vous étiez deux, tu bosses avec Camille, donc vous êtes en couple. C'est comment de travailler avec quelqu'un et de vivre avec quelqu'un? Est-ce que vous avez lancé le projet ensemble? Ouais. Enfin, on a lancé, j'ai lancé le projet tout seul au départ, mais elle était déjà en train de nager avec, elle faisait les démonstrations dans l'eau, si tu veux, et moi je la filmais. Mais ce départ, enfin au tout début, les premières semaines, peut-être les 3 premiers mois, j'étais relativement tout seul sur le projet et elle me donnait des petits coups de main ponctuels. Et c'est seulement à partir de septembre où elle s'est mise à temps plein avec moi en fait. Donc elle finissait son master. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est l'histoire est amusante, c'est-à-dire qu'elle avait un CDI signé chez Capgemini et elle les a rappelés en leur disant, écoutez, en fait, je vais tenter l'aventure avec mon copain et puis on va partir vivre en Asie dans 6 mois, donc voilà, laissez tomber, je ne veux pas venir avec vous. Et quand on connaît le process de recrutement de Capgemini, qui est en plusieurs étapes et qui est assez long, donc ils sont très sélectifs à l'entrée, ils lui ont dit, pas de souci, rappelez-nous dès que vous êtes à nouveau disponible. On a même une branche à Ho Chi Minh. Donc, ils étaient quand même prêts à la récupérer. Donc, pour elle, c'était rassurant. Et à partir de là, on a bossé ensemble depuis septembre en continu. C'est pas évident dans le sens où euh, il y a la vie privée et puis il y a la vie professionnelle. Il y a vraiment l'importance de cliver les deux, même si on est toujours un peu entre deux parfois. Surtout que le fait qu'on soit tout le temps ensemble et qu'on soit très fusionnel, ça peut être parfois ça a ses gros avantages, et puis parfois ça clash un peu, mais ce qui est, je pense, relativement normal. Euh, Nous, ce qui nous a le plus aidé, je pense, d'avoir bossé à deux, ça a été de définir très précisément qui fait quoi et quelles sont les responsabilités de chacun dans la boîte. C'est quoi, du coup, la répartition des tâches? Camille est plus sur l'aspect technique
Et le fait qu'elle ait un background en tant qu'ingénieur informatique fait que naturellement ça a été son truc. Et puis elle est sur le développement des séances et sur l'exécution de la création du programme. Parce que bah, pareil, son background en tant qu'ancienne nageuse de haut niveau fonctionnait bien là-dessus. Et puis moi, je suis plus sur la partie au départ marketing et puis la partie vidéo, création de contenu. Donc finalement, je suis un peu plus créatif par rapport à ça. Et, euh, et une fois qu'on a bien délimité ça, on a noté aussi chaque tâche précise qui fait quoi, parce qu'on a tendance naturellement à se refiler les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Et clairement, si tu commences à faire ça après quelques mois, ça va pas entre deux fondateurs, tu finis par te taper dessus. Donc ça a été important de mettre ça en place. Et puis de mettre en place aussi, et c'est parfois ce qu'on a tendance à oublier, mais des rituels dans la semaine où on coupe tout et on est ensemble et on n'est pas dans le boulot, tu vois. Mais voilà, on est passionné et toi, je sais pas si tu vis ça aussi, mais c'est vrai que c'est difficile de couper du boulot. On a toujours envie d'en parler, même quand on est avec les copains ici, vu que tout le monde travaille en ligne ou en tout cas est entrepreneur. Voilà, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se nourrit de ça, mais c'est un peu, c'est une passion un peu dévorante. Donc il faut essayer de la couper parfois, quoi. Du coup, tu as des règles en mode on parle pas de ça après 21h ou comment est-ce que tu fais pour que ça revienne pas par la petite porte? Je sais que par exemple, moi, tu vois, je n'ouvrirai jamais mes emails ou j'utilise par exemple, j'ai un ordinateur que j'utilise que pour bosser et quand j'ai fini de bosser, je ne touche pas à cet ordinateur. Tu vois. Parce que dessus, il y a trop de trucs qui vont me déclencher cette envie de faire un truc tu vois, ou de ressortir ou d'ouvrir un email, etc. Moi, j'ai plein de Ouais. règles, mais que du coup, je m'impose à moi-même et comme il n'y a personne d'autre qui nécessairement qui va m'en parler, c'est peut-être plus simple. Je me demande si vous avez des règles, vous, Ah, on a à été ce obligé d'en niveau-là. établir, ouais. Ouais. Genre interdit de faire les emails dans le lit, par exemple, tu vois. Parce que ça, c'est un truc, enfin, ça déborde sur ta vie privée. Et dès le matin, si on commence à ouvrir les emails et qu'on ne sait pas adresser la parole, tu vois, on va dans le mur. Donc, voilà, on a nos petits rituels le matin. Effectivement, on commence pas à bosser tant que bah, on n'est pas levé, on n'est pas soit dans la cuisine, soit dans le bureau, tu vois. Après, chacun a ses habitudes de travail. Euh, et puis le soir, c'est pareil, quand on coupe, on coupe. Ça nous arrive, bah, tu vois, quand on fait un webinaire, on finit tard, à 22, 23 heures. Euh, c'est un peu plus difficile de couper, donc on essaye de se faire une petite activité un peu différente pour vraiment essayer de sortir de ce truc-là, parce qu'on en a besoin. Et le dimanche, bah, depuis qu'on est à Tallinn, on a notre rituel d'aller au spa tous les dimanches. Donc avec les copains ici, il y a beaucoup de spas, il y a beaucoup de hammams, de sauna, on est proche de la Scandinavie, donc ouais, avec tous les copains, on va au spa. Le vendredi soir, on a le resto avec les copains aussi. Donc on coupe sans couper, mais ça nous fait voir du monde, ça nous fait aussi sortir un peu du truc, tu vois. Et ça, c'est important parce que en Asie, tu vois, finalement, tu me parlais tout à l'heure, le fait d'être nomade digital, est-ce qu'on arrive à être productif? Ouais, on arrive à être productif, mais le truc, ce qui nous manquait peut-être le plus, c'était de voir du monde. Parce que bah, quand tu es en Asie, que tu connais pas grand monde, au départ, c'est un peu dur. Et le fait d'aller de ville en ville, bah, il y a des villes où c'était cool, il y avait des copains, et puis il y a des villes où on était que tous les deux, donc on était en mode hustle pendant un mois. Mais à la fin du mois, on était, voilà, c'était l'overdose de taf et fallait aller voir un peu de monde, sortir et faire un peu autre chose. Au niveau de l'orga, à l'origine, évidemment, vous étiez tous les deux. Comment ça se passe au niveau du staff? Tu as des gens avec toi, tu as des freelances, tu as des employés? Là, on s'est vachement focalisé sur le fait de bâtir une équipe et je mise beaucoup sur l'aspect humain parce que pour accomplir des choses seul, c'est bien, ça va vite, mais finalement, on ne peut pas accomplir grand-chose seul. Donc, l'importance de bâtir une équipe, pour moi, elle est vraiment fondamentale, ne serait-ce que pour améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi pour pouvoir lancer des projets encore plus intéressants. Donc aujourd'hui, on a pris rapidement un monteur. Je pense que après 6 mois de montage vidéo, j'ai rapidement compris que c'était pas ma zone de génie et que c'était particulièrement chiant pour moi de le faire, donc j'ai arrêté. On a rapidement travaillé avec un monteur en freelance, surtout pour les vidéos YouTube. Ça nous a permis aussi d'augmenter en qualité. Et puis après ça, on a commencé à travailler avec un copywriter parce que l'aspect marketing, à partir du moment où bah, tu vois, j'avais rejoint une de tes formations Copywriting Mania, j'ai compris les basiques, les fondamentaux, j'ai mis en place pas mal de choses. J'ai vu que bah, je me débrouillais pas trop mal, mais que ma courbe d'apprentissage était quand même relativement longue et que ça me demandait de faire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, et que c'était beaucoup plus facile de déléguer, ou en tout cas d'être accompagné sur cet aspect marketing,
plutôt que de déléguer ma vision et d'être accompagné sur le produit en lui-même. Donc, j'ai fait le choix, tu vois, de travailler avec quelqu'un. Et en plus, le retour sur investissement est beaucoup plus facile et rapide dans le sens où, puisque c'est du marketing, son taf, c'est de faire croître ton activité. Donc, voilà, ça a été un choix en plus qui a été motivé dans le sens où on connaissait quelqu'un qui avait le bon profil, qui connaissait l'aspect de la natation, qui était lui-même triathlète, etc. Donc, voilà, pour moi, c'était la personne idéale avec qui bosser. Donc depuis janvier, on travaille avec lui. Et ensuite, on a recruté très récemment une nouvelle collaboratrice, cette fois-ci avec nous au quotidien ou presque. Elle est venue à Tallinn d'ailleurs la semaine dernière. Donc Blandine qui travaille avec nous et qu'on forme en parallèle sur au départ un peu tous les aspects, donc le support, l'expérience utilisateur et connaître les programmes, etc. Donc elle était aussi ancienne nageuse de haut niveau comme Camille. Pour nous, c'était important d'avoir quelqu'un qui avait un bon niveau de pratique parce qu'il connaissait ça de l'intérieur. Et puis aujourd'hui, par exemple, elle a carrément des pans qu'elle gère toute seule. Donc l'aspect réseaux sociaux sur lequel moi j'étais pas très présent et Camille aussi, et ça s'en ressentait. Donc elle est beaucoup plus présente et elle va accompagner ça. Et puis elle gère par exemple le compte Instagram et toute la partie création de contenu sur Instagram. Elle le gère absolument toute seule et ça, je trouve ça super cool de sa part. Elle progresse bien, elle est sur sa zone de génie vraiment là-dessus. Donc pour nous, c'est une bonne satisfaction. Et toi, ton rôle, tu le vois évoluer comment? Moi, mon rôle, je le vois évoluer de moins en moins. Finalement, j'ai le sentiment d'être de moins en moins créateur de contenu et de plus en plus manager, tu vois. Ce qui, tu vois, je suis moins dans le côté artisan exécution et puis finalement un peu plus dans le côté supervision. Et c'est plaisant ou c'est frustrant? Ça a des bons côtés dans le sens où, tu vois, par exemple, quand on lance un nouveau projet, ce qui aurait pu me prendre des semaines à faire, je me rends compte que une fois que j'ai mis les bonnes personnes ensemble et que elles savent ce qu'elles doivent faire et qu'en plus elles apportent leur pierre à l'édifice, ça va beaucoup plus vite. Et puis parfois, c'est même beaucoup mieux que ce que j'aurais pu faire tout seul. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment agréable de voir que les projets avancent beaucoup plus vite. Après, il y a le côté un peu frustrant dans le sens où passer du temps à dire voilà, à réfléchir à l'organisation, etc., qui a un côté un peu logistique presque parfois. C'est pas le truc sur lequel je m'épanouis le plus individuellement, et donc j'ai besoin de retourner aussi sur ce côté créatif et sur ce côté exécution. C'est quoi le truc créatif qui te reste? C'est YouTube? Ouais, clairement. Création de vidéos sur YouTube, création de programmes aussi, dans le sens où Camille exécute beaucoup sur la partie création des séances, par exemple. Euh, Par contre, sur les différents éléments, sur comment résoudre un problème pour un client, tu vois, parce que maintenant on a pas mal de clients, pas mal de nageurs qui nous font des retours, et quand ils ont une difficulté sur un point précis qu'on n'avait pas encore traité, qu'on n'avait pas encore vu, voilà, je vais réfléchir à comment est-ce qu'on peut agencer les choses pour permettre de trouver une solution avec Camille, tu vois, on réfléchit à ça, et là, tu vois, ça m'éclate bien parce que résoudre un problème, c'est le truc qui m'amuse le plus finalement, donc ça reste encore un aspect très créatif là-dessus. Et puis d'échanger aussi avec le copywriter sur l'aspect marketing, sur qu'est-ce qu'on peut lancer, quel programme on peut proposer, quel angle on peut attaquer pour convaincre les gens finalement de changer et d'évoluer, tu vois. Ça me plaît bien aussi, tu vois. C'est quoi du coup ton niveau d'implication sur il y a une page de vente à sortir, toi tu vas intervenir dans quelles étapes? Je vais intervenir sur la compréhension de l'avatar et sur l'angle aussi. Donc vraiment on va échanger ensemble, on va vraiment brainstormer sur la compréhension de l'avatar, des douleurs et de qu'est-ce qui lui pose le plus de problèmes, quelle est la promesse qu'on peut faire derrière. Et donc lui avec son expertise et son point de vue, c'est très complémentaire au mien et finalement ça nous permet d'affiner vraiment quelque chose de plus précis. Et puis une fois que ça c'est fait, lui va être dans son exécution, dans la rédaction, et ensuite on va faire des allers-retours ensemble sur est-ce que éventuellement on peut l'améliorer sur certains points, et pareil sur les emails. C'est intéressant dans le sens où euh, lui a une vision, tu vois, avec des croyances différentes des miennes, et par exemple moi qui osais pas envoyer 2 mails ou 3 mails dans la journée le dernier jour par exemple.
je me rends compte que c'est cool de le faire et que le fait qu'ils le fassent, non seulement ça apporte plus de conversion, mais c'est qu'en plus, les gens n'ont pas toujours le temps en fait. Les gens sont un peu dans l'urgence, ils ont un peu de mal à prendre parfois des décisions. Et le fait de leur faire deux, trois rappels le dernier jour, on a remarqué que ça fonctionne bien et que ça permet aussi à nos nageurs de passer à l'action un peu plus, tu vois, parce qu'ils ont tendance à procrastiner comme tout le monde, tu vois. Donc ça m'a fait sauter pas mal de croyances aussi, donc c'est vraiment une bonne chose. Tu penses un jour être capable de déléguer la création des vidéos YouTube? Euh, Sur la création de contenu, c'est un peu, c'est un peu la partie la plus difficile à déléguer, dans le sens où j'ai bien compris que la phase de recherche, éventuellement, peut être intéressante à déléguer, puisque c'est le truc vraiment le plus long de récolter des données, d'aller puiser sur les différentes sources qu'on peut avoir, etc. Et que globalement, quelqu'un pourrait le faire aussi bien, voire plus vite que moi, tu vois. Dans ce cas-là, tu parles de la recherche de mots-clés ou de la recherche de quel est le contenu qui va être dans la vidéo? La recherche de contenu dans la vidéo. La recherche de mots-clés, il y a quelqu'un qui le fera bien mieux que moi, bien plus vite. Enfin, le SEO, je suis pas un expert là-dedans, donc il y a des gens qui pourront le faire plus vite que moi. En revanche, sur la réflexion autour de l'angle et sur comment je veux aborder les choses, je trouve que c'est un peu plus délicat à déléguer, puisque c'est un peu ma patte aussi, c'est un peu la vision que je veux communiquer aux autres. Et la vision, c'est un peu difficile à déléguer, tu vois. On va pouvoir la partager, on va pouvoir la transmettre, mais, voilà, aujourd'hui, j'ai encore la croyance de me dire que c'est à moi de réfléchir à comment on va tourner la vidéo. Éventuellement, on pourrait le brainstormer, mais je pense que je dois toujours avoir une patte là-dessus. Et après, sur l'exécution en elle-même de la vidéo, ça serait difficile aujourd'hui d'enlever mon visage d'une vidéo, je pense, puisque voilà, la communauté des nageurs 2.0 ont l'habitude de me voir toujours face à eux, donc je suis pas sûr qu'ils comprendraient. Il faudra peut-être faire une transition un peu plus longue. Et c'est quoi aujourd'hui le process de préparation d'une vidéo? C'est-à-dire quand tu arrives pour tourner, qu'est-ce que tu as déjà de préparé? Tu as un script? Tu as une structure? Comment ça fonctionne? Ouais, j'ai un script qui est prêt. Au départ, je rédigeais tout presque mot à mot, et puis parce que je voulais pas dire de bêtises et que à face caméra, j'avais quand même du mal à m'exprimer, à être concis, à aller à l'essentiel. Je suis une nature un peu bavarde, donc ça le faisait pas. Et aujourd'hui, je rédige un peu moins. Je vais rédiger des idées fortes. Et puis, je vais essayer d'aller beaucoup plus à l'essentiel et de le faire face caméra parce que ça me permet de gagner un peu de temps. Et finalement, c'est un peu plus naturel aussi face caméra. Et l'authenticité, ça me semblait être une belle valeur ajoutée. Donc je préfère scripter beaucoup moins qu'auparavant. Par contre, voilà, il y a une belle phase de recherche en amont sur la rédaction de l'angle, les arguments à avancer, sur comment faire progresser la vidéo et d'essayer d'avoir une sorte de fil conducteur jusqu'à une conclusion forte et vraiment un message que je veux diffuser après chaque vidéo. Et je le sens quand une vidéo ne suit pas ce process et qu'à la fin le message n'est pas forcément aussi puissant que d'autres. Voilà, forcément en termes de vues, en termes de retour de la part des gens qui ont regardé la vidéo, c'est beaucoup moins intéressant. Ce process en termes de fil conducteur, tu l'as développé comment? Ça vient d'où? T'en avais parlé déjà plusieurs fois pendant les lives. J'avais remarqué que, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, où tu avais fait un live sur le fait de rechercher un angle et de retravailler plusieurs fois cet angle. J'ai trouvé ça super intéressant. Et là, depuis quelques semaines, on a refait une série de vidéos. J'ai essayé de réfléchir à ça. Et c'est vrai que ça apporte un peu plus. Je le faisais inconsciemment, en fait, d'avoir un seul message par vidéo. Parce que plus tu as de messages, plus tu as d'appels à l'action et plus tu le dilues. Donc, vaut mieux faire une vidéo bien faite avec un bon message bien clair plutôt que de s'éparpiller. Donc maintenant, j'essaie de le faire de manière un peu plus consciente, prendre plus de temps à retravailler l'angle, à essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été fait, tu vois. Euh, Notamment là, une des vidéos qui va sortir bientôt. L'idée, tu vois, d'aborder le sujet des plaquettes et d'expliquer que les plaquettes, ça peut te blesser, etc. Je l'ai déjà fait, tu vois. Donc, on va essayer d'aborder un autre sujet, de l'aborder de manière différente que, en plus de pouvoir te blesser,
bah, ça peut, par exemple, là, dans l'occurrence, avec l'exemple de notre nageur, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde dans l'audience, mais ça dégrade ta technique, tu prends une mauvaise habitude et que, en fait, de les utiliser trop tôt dans ta démarche d'apprentissage, tu vois. C'est un peu comme bah, si on devait faire le parallèle en business en ligne, de chercher à automatiser trop tôt un process, ça va te prendre du temps et en plus, bah, ça se trouve, tu vas même pas l'utiliser suffisamment longtemps pour que tu en récoltes les bénéfices, tu vois. Donc cette idée, par exemple, qu'on pense tout le temps automatiser, ça doit arriver à un certain moment. Bah, en natation, c'est pareil, les plaquettes, ça doit arriver plus tard parce que sinon, tu vas devoir déconstruire une mauvaise habitude et tu perds du temps, tu vois. C'est quoi du coup les plaquettes? Les plaquettes, c'est un outil que tu vas positionner sur tes mains. Ça fait comme une espèce une plaque un peu à la forme des mains avec un élastique que tu vas glisser et ça te permet d'avoir une grosse plaque de plastique, donc beaucoup plus de résistance quand tu vas pousser dans l'eau. Donc ça te permet d'aller plus vite. C'est l'équivalent d'une palme en fait pour les mains. C'est ça, ouais, c'est ça. Globalement, on pourrait le dire comme ça. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu réfléchis aujourd'hui à ta chaîne YouTube, ton groupe Facebook, etc. Donc le groupe Facebook aujourd'hui, son rôle c'est quoi? C'est de convertir les gens, c'est de choper du trafic quand les gens le voient sur Facebook. Donc tu as un groupe, tu as quoi, 6000 personnes dans le groupe. Ouais. Il y a un questionnaire quand on rentre. D'ailleurs, le questionnaire en soi m'intéressait de creuser un petit peu dans... Parce que quand tu rentres dans le questionnaire, tu as différentes questions. Et en fait, ces questions me marquent comme étant des questions qui ressemblent exactement à ce que j'aurais demandé dans un sondage. C'est-à-dire quel est votre problème numéro 1, etc. Ouais. Et quel est le rôle du coup du groupe Facebook, qu'on avait un petit peu évoqué tout à l'heure, dans le tunnel de conversion? C'est de l'entrée, c'est du milieu, c'est... Le groupe a deux rôles, si tu veux. Le questionnaire à l'entrée, il est assez simple. On va demander l'email, on va demander la difficulté principale. Et puis, éventuellement, je crois qu'on demande qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai fait. Et tu demandes aussi un mot magique. Et un mot magique, ah oui, bah ça c'est pour ceux qui ont en fait déjà opt-in et qui sont déjà dans une de nos listes. Parce que du coup, bah, ça, tu vois, aujourd'hui, c'est encore fait à la main. C'est-à-dire que bah, on vérifie les entrées avant chaque entrée de nageur dans le groupe. Et puis, bah, s'ils nous ont donné leur email, on va les ajouter à une séquence mail pour permettre de leur offrir un peu plus de contenu, de progresser. Et ces deux questions à l'entrée, elles me permettent deux choses. D'une part, elles me permettent de me faire remonter de l'information. Parce que bah, quand ils m'expriment un peu leurs difficultés, ça me permet de comprendre bah, de quoi ils ont besoin. Et puis pour Blandine aujourd'hui, pour Camille à un certain moment, et puis aussi pour nos modérateurs dans le groupe, ça nous permet de les aiguiller vers du contenu adapté en fait, dès le départ. Donc les gens arrivent, ils posent une question et ils ont une réponse. C'est simple, c'est notre façon de faire en fait. Et donc, du coup, comment est-ce qu'ils arrivent sur le groupe Facebook? Est-ce que tu en parles dans les vidéos? Les gens le trouvent sur Facebook? J'en parle dans les vidéos sur YouTube. Pour moi, la communauté qui est sur le groupe Facebook Nageur 2.0, c'est un des points centraux aussi de mon coach de natation, tu vois, parce que ça permet de eux voir comment nous on travaille au quotidien avec nos nageurs qui font partie des programmes payants, tu vois. C'est-à-dire que on est proche d'eux. Quand ils ont des questions, ils ont toujours une réponse. Et on prend le temps en fait de les orienter vers du contenu qui soit de qualité. C'est-à-dire que si on répondait à la main à chaque question et qu'on refaisait un pavé, tu vois, ça nous prendrait des lustres. Par contre, bah, on a créé tellement de contenu avec Camille que quand les gens ont une question, on peut les renvoyer vers du contenu qui a déjà été créé, qui est de qualité et qu'on continue de développer, tu vois, d'avoir une vraie base de contenu et de données très dense. Et donc, ce contenu-là, il est sur YouTube? Il y a une partie qui est sur YouTube et puis il y a une partie qui est dans nos programmes privés. Tu vois. Pour les membres des programmes privés, ils ont accès à cette partie-là et quand ils ont des questions, voilà. Et d'ailleurs, une des remarques qu'ils me font à chaque fois quand ils arrivent sur l'espace membre, ils me disent ouais, c'est dense, il y a énormément de choses, c'est super complet. Je vais en avoir pour ce que j'ai recherché. Tu vois. Et ça, on continue de l'étayer, on continue de le développer. On passe beaucoup de temps finalement sur la création du produit en lui-même. Et ça nous permet de gagner du temps et d'avoir une expérience pour les gens toujours de qualité. Et le groupe, c'est un peu la vitrine. C'est un peu comme YouTube, c'est la vitrine. Quand ils voient une de nos vidéos, ils voient le soin qu'on y met, le détail dans les explications, l'angle aussi qui est souvent très différent de ce qu'ils ont pu entendre. Et quand ils arrivent sur le groupe Facebook, bah, finalement, c'est congruent, c'est-à-dire que bah, on prend du soin à faire nos vidéos et on prend aussi du soin à répondre aux questions des nageurs. Alors, on va pas répondre à toutes leurs questions parce que bah, il y a des gens qui ont euh, et là je vais être assez tranchant par rapport à ça, des gens qui pensent que tout leur est dû et bah voilà, clairement c'est pas le cas, tu vois, c'est-à-dire que
si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, il suffit pas de le demander ou de l'exiger. Voilà, c'est pas toujours le cas et ça va pas toujours se passer comme ça. Donc, ceux qui ont des questions, on va les aiguiller, on va leur répondre, et puis on va leur montrer que finalement, nous, on est là pour les aider et que s'ils veulent aller plus loin, ce sera pareil dans nos programmes payants, sauf qu'il y a encore davantage de contenu et encore davantage de précision. Donc, le groupe Facebook, il est à l'entrée parce que d'une partie, ce groupe, il y a des suggestions de groupe Facebook avec le moteur Facebook en lui-même. Et puis, il est aussi au milieu, dans le sens où tu vas voir nos vidéos YouTube, tu vas rentrer dans le groupe Facebook et puis on va te proposer autre chose. Et du coup, tu interagis avec les gens dans le groupe. Est-ce que tu interagis aussi dans les commentaires sur YouTube? Les commentaires sur YouTube, ça m'arrive encore un petit peu, des fois, quand je vois une question intéressante ou quand je sens une remarque qui mérite une réponse parfois un peu acerbe. Mais, Du coup, mais tu les survoles quand même. je les survole de temps en temps. Aujourd'hui, c'est Blandine qui majoritairement les gère. J'essaie vraiment de prendre du recul sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très chronophage et que honnêtement, je me sens pas vraiment influenceur. Je sais que j'apporte beaucoup plus de valeur à mes clients que de répondre à des commentaires sur les réseaux. Maintenant, le fait qu'elle y réponde, ça permet aussi d'aiguiller les gens vers ce dont ils ont le plus besoin. Ça permet de montrer aussi que nous, on répond aux gens. Et puis, ça lui permet aussi d'apprendre à sa manière d'être, voilà, comment on fonctionne, quelles réponses on apporte à chacun. Donc, pour elle, c'est très formateur, tu vois. Je pense qu'on doit tous être au support au moins une fois par semaine. Donc voilà, je fais un tour sur les réseaux sociaux aussi au moins une fois par semaine. Et de la même manière, je suis sur les mails un peu tous les jours par contre. Donc, et même à terme, voilà, faudra y rester. Quand on dit que tu es sur les mails tous les jours, c'est que c'est ton rôle de répondre aux mails entrants. C'est pas Blandine qui s'en occupe? Elle le fait, mais pour le moment, on est encore sur un stade où elle sait pas encore répondre à tous les emails, etc. Donc, elle va en répondre à une grande majorité. Et puis après, il y a les mails de nos clients, etc. Donc, sur lesquels je prends encore du temps pour répondre. Même si aujourd'hui, je préfère plutôt que d'apporter une réponse rapide et succincte par mail, je préfère garder la question pour un live et apporter une réponse un peu plus dense, un peu plus détaillée. Puis surtout, vu qu'on est dans un milieu sur la natation qui est très visuel, qui est une pratique sportive, voilà, je préfère mettre des images, des vidéos et avoir une réponse qui est plus concrète par rapport à ça, plutôt que du texte, parce que voilà, dans ce milieu-là, une image vaut 1000 mots, donc une vidéo, ça en vaut beaucoup plus. Et quand c'est comme ça, quand il y a plusieurs personnes qui répondent aux emails, Blanc n'est pas forcément capable de répondre à tout, vous avez un outil pour gérer ça ou est-ce que c'est juste une boîte mail où tout le monde rentre? Ouais, nous on utilise G Suite, donc on a une grosse boîte mail sur laquelle tout le monde peut mettre son nez dedans. Ça permet aussi de centraliser tout. Je pense qu'aujourd'hui, vu qu'on a une petite équipe, ça reste plus facile comme ça. Ok. Nous, on a expérimenté avec différents systèmes de tickets, etc. Et c'est vrai que dès que tu rentres dedans, d'un coup, il y a un milliard d'outils qui le font, il faut jongler pas mal de choses. On a fini par en implémenter un, notamment parce qu'il y avait différentes personnes et tout le monde n'était pas capable de répondre aux mêmes choses. Mais pendant longtemps, on était aussi sur une boîte mail qui était partagée. Il y avait quand même quelques soucis avec le problème de la boîte mail, notamment. Et je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais si on envoyait une newsletter et que les gens répondaient à cette newsletter, ils se retrouvaient tous dans le même thread sur Gmail. Et donc, on avait des trucs où il y avait 30 messages différents dans la même réponse. Du coup, c'est pour ça qu'on a switché et que je te posais la question. Ouais, ok, ouais, je l'ai vu ça aussi, le truc de tout dans le même thread sur Gmail. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, vous avez basculé sur quoi? Bonne question, je sais pas, c'est pas moi qui m'en suis occupé et je le regarde, je l'ai jamais regardé donc je sais pas, mais c'est un des outils de gestion, tu vois, de tickets type Help Scout. C'est pas Help Scout, mais c'est un truc similaire. Ok, moi je suis admiratif, pourrais t'as regarder. bien délégué ça puisque c'est ton équipe qui gère mieux que toi, donc ça c'est cool. C'est typiquement le genre de cas où moi j'apporte pas de valeur sur le choix d'un outil, ça me saoule, ça va, et moi je vais psychoter sur le truc, je vais me dire ok c'est quoi le meilleur, je vais comparer 50 outils et je vais y passer 3 heures, tu vois. Ouais. Et en plus c'est pas moi qui veux l'utiliser, donc à la limite je préfère dire ok cet outil si tu veux l'utiliser d'abord tu penses en avoir besoin, parce que moi ce truc des réponses, moi les emails je les regardais pas non plus, donc je me suis dit tiens tu penses qu'il y a un besoin d'un outil, ok je vois très bien qu'il y a un problème là, à toi de choisir ton outil et de faire le truc. J'essaie de pas centraliser ce type de décision sur moi parce que je sais que je vais trop y penser et je vais bloquer le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un truc, ok, ça fait une semaine que je t'ai demandé Stan de trouver un outil.
Ouais, mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que c'est pas non plus une priorité énorme pour moi de faire ça, tu vois. Et le fait que chaque personne, à son niveau, prend les décisions avec un certain niveau d'autonomie, dire qu'ici, le pire cas, c'est OK, tu as choisi le mauvais outil, ben, t'en trouves un autre et tu changes. Et c'est à toi de, de te casser la tête sur comment tu vas faire la migration de l'un à l'autre, tu vois. Dans tous les cas, c'est pas... J'ai pas de valeur ajoutée là-dessus. Ouais. Enfin, en fait, moi, je suis schizophrène sur la délégation. C'est-à-dire, il y a des trucs sur lesquels je délègue à fond comme ça. Et il y a plein de trucs qu'on a délégués, notamment sur tout le système qu'on a en interne sur Insiders, de mastermind, le coaching, etc. Et il y a d'autres trucs sur lesquels j'ai beaucoup de mal, mais tout ce qui est dans mes compétences cœur, c'est-à-dire la création de contenu, le copywriting, où j'en reste encore très très proche. Et pour le coup, ça pose des vrais problèmes en termes de... Alors, je sais pas, c'était la question sur les vidéos YouTube, mais en termes de la quantité de contenu qu'on peut produire, c'est entièrement bloqué par moi, ma dispo. Yes, je comprends. Je suis un peu dans la même optique, mais c'est vrai que sur certains points, j'ai beaucoup plus de facilité, tu vois, notamment par exemple le compte Instagram qu'on n'avait pas. Ouais. Bon, bah voilà, je vais laisser le champ de liberté, alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus difficile, tu vois. C'est clair que si tu démarres une nouvelle tâche ou un nouvel outil ou un nouveau process avec la personne, c'est Hmm. beaucoup, beaucoup plus simple de lui laisser liberté parce que toi, tu te dis, OK, c'est un truc limite que je sentais que je devais faire, mais j'avais pas trop envie de le faire ou je l'avais jamais vraiment fait. Donc tout d'un coup, tu te retires une tâche qui flottait dans ta liste, et tu la donnes à quelqu'un d'autre avec une autonomie et à la limite, t'as pas envie de t'en occuper. Un truc que toi, tu as déjà démarré et que tu fais déjà, tu te dis, ah, OK, c'est comme ça que je le fais. Et si ça correspond pas à ce que j'ai l'habitude de faire, tout d'un coup, tu as une mauvaise réaction à ce truc-là. C'est ça, exactement, parce que tu compares avec ce que tu faisais déjà, ouais, c'est assez difficile. Et finalement, quand tu lances un nouveau truc, tu peux le chapeauter de loin, tu vois, essayer d'aider, d'apporter ta touche, mais plus comme un assistant, tu vois, plus que celui qui prend en charge le truc. Thomas, il y a 3 questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces épisodes. Du coup, je te les ai déjà posées la dernière fois que tu étais venu, mais tu auras peut-être une réponse qui sera différente cette fois-ci. Yes. La première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Euh, un livre que je recommande souvent, je sais pas, mais un livre que j'ai regardé très récemment, que j'ai lu très récemment, pardon. Vas-y. Le livre de la jungle de, alors attends, je vais retrouver le nom, Younes Rarbaoui et Annabelle Bignon. Donc, je sais pas si tu as entendu parler de ce livre, il est sorti assez récemment, je Non. crois. Il a été préfacé par Oussama Hamar, du coup. C'est un livre qui traite du domaine des startups et que j'ai trouvé absolument super bien fait et génial, puisque ils abordent le côté des startups en tant qu'employés et ils présentent un peu les différents postes au sein d'une startup. Et c'était une belle découverte du milieu, tu vois, dans le sens où bah, j'ai un point de vue totalement néophyte et que je connais pas du tout, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Mais du coup, ça te donne une vision d'ensemble d'un peu comment ça fonctionne et ça ajoute, pour moi en tout cas, après cette lecture, ça a juste ajouté un prisme supplémentaire de vision par rapport à une problématique, tu vois. Donc, c'est un super bouquin que je recommande et que je recommande à pas mal de gens en ce moment, du coup. Du coup, la vision, c'est de te dire, OK, dans une startup à haute croissance, c'est quoi les postes, c'est quoi la division des tâches, comment est-ce que ces mecs-là ces gens-là qui ont quand même levé des sous, qui ont une expérience et qui ont... L'avantage de la startup, je trouve, c'est que il y a vraiment il y a vraiment un historique, quoi. Tu peux remonter à 40 ans et il y avait des boîtes qui se montaient, des startups, etc. Ce que nous, on fait, il y a moins d'historique ou peut-être qu'il y a moins de documentation où tu peux regarder, OK, et puis il n'y a pas ce truc de, tiens, j'ai un investisseur qui a fait ce que j'ai fait il y a 15 ans et qui me passe un peu la sagesse. Ce que nous, on a moins, du coup, parce que bah, tu as les formations, etc. Mais tu n'as pas forcément une personne qui va être directement impliquée dans ton projet, mais qui l'a déjà fait il y a 10-15 ans. Yes. Ouais, là c'était intéressant surtout ouais, sur le découpage des différents postes au sein d'une startup, des différents répartitions des tâches et des pôles, quoi. Donc ça c'était intéressant. Il parle pas trop du fait de faire rentrer des gens au board et des prises décisionnelles qui s'en suivent, tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres bouquins qui traitent du sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant de faire rentrer quelqu'un. C'est un peu le rôle de mentor aussi qui est super important finalement dans une startup parce que quand tu as un VC qui rentre, c'est pas juste l'argent, c'est des gens qui rentrent au board aussi et qui vont t'aider à gérer l'hypercroissance. Donc c'est bien, et puis ça définit très bien l'hypercroissance. Moi, c'était un truc que je comprenais pas forcément. Là, ils te mettent des chiffres assez précis dessus. Euh, donc c'est une belle reco. Donc, le livre de la jungle. Ouais. Deuxième question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans,
Qu'est-ce que ce mec-là avait besoin d'entendre? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 7 ans. Ouais. Ouais. T'as quel âge là? J'ai 27 ans. Ouais. Ouais. Franchement, je sais pas. Fais exactement ce que tu es en train de faire, c'est le process. Donc, t'apprendras sur le chemin. Je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. Peut-être t'inquiète pas trop de ce qui va se passer, ça va aller, tu vois. Mais c'était Antoine Pétavin qui faisait Ouais. qui avait fait cette remarque et j'avais trouvé ça super juste. Enfin, et j'essaye de l'appliquer depuis. C'est vrai que je l'avais écouté, j'essaie de l'appliquer. Genre arrête de t'inquiéter, ça va bien se passer, tu vois. Et tu vas peut-être, enfin, tu stresses pour rien, quoi. Juste laisse faire, applique et tu verras bien ce qui se passera, tu vois. Troisième et dernière question, c'est est-ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit? Je suis pas trop proverbe et citation. Je sais pas, je vois toujours des gens citer des trucs super intéressants et tout. Ouais, ça dépend des gens. C'est vraiment un truc de personnalité. Il y a des gens qui ont 45 citations là écrites sur leur mur. Moi, c'est typiquement ça. Ah ouais, ok. Non, j'ai aucune citation et même même sur Instagram, j'en lis pas trop, tu vois. Après, le seul truc que je pourrais que j'applique au quotidien, finalement, tu vois, le truc de la moyenne des 5 personnes, c'est tellement vrai et c'est tellement, on est tellement un produit de notre environnement que, enfin, c'est un truc que je continue d'appliquer, tu vois. J'ai voulu devenir nomade digital, bah voilà, je suis parti en Asie, tu vois. Et aujourd'hui, je veux créer une société un peu plus stable, tu vois, ne pas juste être un mec qui se balade avec son ordi et son laptop et puis monter une équipe. Bah voilà, je suis venu ici en Estonie avec d'autres entrepreneurs qui montent une équipe, tu vois. Et puis si demain j'ai envie de monter une startup, bah j'irai voir des startupers et puis je me mettrai dans un incubateur, tu vois. Donc je pense que ça va pas plus loin, tu vois. Tu veux faire quelque chose, bah voilà, traîne avec les gens qui font ce truc-là et puis tu vas y arriver, tu vois. Si je voulais être bodybuilder, j'irais avec 5 bodybuilders, tu J'irai voir Enzo. vois. Ouais, j'irais voir Enzo, ouais. Enzo Honoré qui est à Bangkok aussi en ce moment et qui s'est mis dans un trip bodybuilding dernièrement. Ça a bien marché hein, Ouais, d'ailleurs. j'ai Il vu est ça, avec ouais. un trainer à Bangkok. Le mec il carbure bien. Ouais, j'ai vu ça. 6 fois par semaine par contre. Hein, donc Pour la productivité, je pense que je ne serais pas capable pour aujourd'hui. le petit, ouais, c'est pas c'est pas optimal. Cool Thomas. Écoute, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent aller pour en savoir plus sur toi et sur ton travail? Yes, bah sur moncoachdenatation.fr, donc tout attaché, ou sur la chaîne YouTube du même nom, Mon Coach de Natation, sur le Instagram du même nom, page Facebook du même nom. On a essayé d'être congruent partout. Excellent. Merci Thomas d'avoir été avec moi. Yes, merci Stan. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous voulez m'avoir dans vos oreilles pendant beaucoup plus longtemps, vous savez que récemment j'ai sorti un livre qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos, sous-titre Décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Ce livre est disponible absolument partout, à la Fnac, dans les librairies, chez Cultura, sur Amazon bien sûr, mais aussi, et récemment c'est sorti, en livre audio, donc vous pouvez l'écouter entièrement et je vous le lis moi-même. Les gens m'ont demandé si je lisais le livre audio moi-même, je le lis moi-même. Pour l'écouter, il est sur Audible et surtout, vous avez une offre aujourd'hui sur Audible qui vous permet d'avoir votre premier livre audio gratuitement. Donc si vous n'avez pas encore de compte Audible, il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr/empire et vous pouvez cliquer sur le lien Audible qui se trouve sur cette page pour aller sur Amazon et récupérer le livre audio gratuitement sur Audible avec leur offre d'essai gratuit qui dure 30 jours. C'est marketingmania.fr/empire pour récupérer le livre audio. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.